Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de SETI, Recherche d'intelligence extraterrestre, un jeu de Thomas Solek, à ne pas confondre avec Tom Selleck bien sûr, édité chez Yellow Expert, ça me fait beaucoup rire ma blague, édité chez Yellow Expert en français, alors que l'édition originale est de CGE, donc c'est Czech Game Edition, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'est l'édition qui propose normalement Under Falling Sky par exemple. Alors, c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Chaps, une excellente chaîne que je recommande toujours, qui m'a tout de suite séduit de par déjà le matériel, l'ambiance, la thématique et également les mécaniques. Et je dois avouer, ce qui m'a immédiatement plu, c'est le plateau qui est assez original. Bien que critiqué, moi je n'ai pas de critique spéciale à émettre parce que à l'usage il est très bien, mais bon, voilà, il y a toujours, vous savez, les gens qui ne font pas grand-chose et qui aiment démonter le boulot des autres. C'est pas trop ma tasse de thé, moi j'aime bien le plateau, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans le jeu. La, la vidéo d'aujourd'hui va se diviser en deux temps après cette présentation. Le premier temps sera consacré à une mise en place, sachant que je vais sortir le plateau parce qu'il est quand même assez long à déballer, dans le sens où il y a plusieurs morceaux à assembler, c'est comme un puzzle. Mais il est très beau, donc c'est très satisfaisant. Et puis, on procédera à la mise en place des éléments de jeu sur le plateau ensemble. Deuxième étape donc de cette vidéo, eh bien, ce sera la première manche du jeu, sachant que une partie de SETI se déroule en 5 manches. Alors, SETI est un jeu assez long, ce n'est pas un jeu qu'on peut sortir comme ça et pour jouer en 1 heure et demie, non. Les parties de SETI durent un petit peu. C'est peut-être le réel défaut du jeu, alors qu'il est très engageant, mais on peut pas le sortir n'importe quand, quoi. Ça, c'est évident. Donc voilà, là, moi, j'ai pris la décision de me lancer dans une partie filmée, mais c'est vrai que c'est pas forcément sur toutes les chaînes qu'on sera tenté de faire ça parce que voilà, c'est un jeu qui nécessite un certain investissement en temps. J'ai terminé de déplier le magnifique plateau de SETI, plateau qui est en 3 morceaux, comme vous pouvez le voir. Alors ici, ce sont 2 morceaux hein, qui viennent s'emboîter comme un puzzle. Donc c'est un très très beau plateau sur lequel on va encore poser des éléments qui vont tourner à la manière d'un système solaire, puisque cette zone centrale du plateau va représenter le système solaire avec les planètes, le Soleil au milieu, et puis les astéroïdes, les comètes, etc. Enfin, on va voir ça tout de suite. Ici, à gauche, on a les planètes de notre système solaire sous lesquelles on va pouvoir effectuer des recherches de différentes manières, on y reviendra pendant le jeu. Ici, à droite, on a la zone plutôt terrestre, puisqu'il s'agit de notre marché de technologie, une échelle qui nous sert à suivre nos relations avec les médias, voilà. Et puis là, un marché de cartes qui viendra se mettre en place et qu'on découvrira à chaque manche. L'installation du jeu est décrite dans le magnifique livret de règles. Il est vraiment très très beau ce livret de règles. J'ai pas constaté de problème dans les règles d'ailleurs. Mais alors le livret de règles est d'une qualité irréprochable. Franchement, c'est un magnifique papier glacé, brillant, du plus bel effet. Voilà, sous forme qui donne l'impression qu'on ouvre un dossier un peu confidentiel, quoi. En tout cas, on a l'impression d'être dans le secret des dieux un petit peu. Ce qui correspond à la thématique du jeu, on va le voir au moment de démarrer la partie. En matière de mise en place, donc hormis l'installation du plateau qui prend quelques secondes, eh bien, nous allons sélectionner 2 espèces extraterrestres. Espèces extraterrestres que nous allons devoir découvrir. C'est le but de notre partie. Alors, ces espèces extraterrestres sont représentées par ces grandes tuiles là. Donc, il y a 5 espèces dans la boîte. Alors, est-ce qu'il y aura des extensions? Probablement. En tout cas, le jeu nous propose 5 espèces. Moi, j'ai pour le moment fait 2 parties, dont une partie test et une partie réelle. Et donc, j'ai découvert déjà 3 ou 4 espèces. Mais ce qui n'est pas gênant. En termes de rejouabilité, c'est pas gênant parce que les parties sont très différentes les unes des autres. On verra pourquoi. Donc on en prend 2 au hasard, voilà. Les autres ne seront pas utilisés, on les remet dans la boîte. Et ces deux belles tuiles sont placées ici dans les découpes prévues à cet effet.
sur le plateau. Et puis le but, hein, par une mécanique de, de ressources ici, on va retourner ces tuiles pour découvrir ce qu'elles cachent. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le plateau système solaire. Alors oui, ça, ce sont les petits plateaux qui vont venir sur le grand plateau. Alors inutile de vous dire que la boîte de rangement est totalement dépourvue de compartiments, etc. Donc moi, j'ai tout mis dans des boîtes en plastique, ce qui facilite grandement la mise en place, bien sûr, et puis le déballage des jetons, des pions, qui sont quand même assez nombreux dans le jeu. Donc là, on met le soleil en place ici au milieu, et puis sur le soleil, on vient positionner de manière totalement aléatoire des disques du plus grand au plus petit. Disques que l'on va aligner en fonction des crans que l'on trouve sur le grand plateau, là, ici, des repères de zone. Et voilà, on les aligne comme ça de manière totalement aléatoire. On peut lancer des dés, on peut les tourner à l'envers, enfin bon voilà. Mais là, le principe, c'est d'aligner ça de manière aléatoire. Ici, la Terre qui va être notre point de départ à l'exploration, bien sûr. Et donc, c'est de là qu'on va, par exemple, lancer des sondes pour aller explorer les zones plus lointaines du plateau et les différentes planètes. Autour de cet ensemble de petits plateaux circulaires, nous avons une zone d'exploration plus lointaine qui, en fait, nous permet de découvrir les étoiles. Alors, des étoiles proches, plus ou moins proches, et qui marquent plus ou moins l'intérêt des scientifiques en ce qu'elles peuvent apporter comme connaissance des éventuelles vies extraterrestres qu'on va pouvoir découvrir. Donc c'est souvent ce plateau qui est critiqué parce qu'il n'est pas fixe, donc il bouge, hein, c'est vrai qu'on peut facilement le mettre en l'air, mais honnêtement, moi, enfin déjà en solo, c'est pas un problème parce que voilà, en solo, on est quand même sur une gestion du matériel beaucoup plus stable qu'en multi, puisqu'il y a moins d'agitation autour de la table, bien sûr. Mais honnêtement, enfin voilà, quoi, une fois que c'est posé, ça bouge un peu, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc il n'y a pas de quoi tuer le chat. Bien au contraire, je trouve que, disons que le rapport gain-contrainte est bien en faveur de de ce que rapporte ce plateau. Il n'y a vraiment pas de quoi le critiquer, quoi. Le problème, si ce plateau n'avait pas été dissocié du grand plateau, eh bien, on aurait eu des difficultés en matière de pliage, de rangement, où on se serait retrouvé avec une boîte géante qui aurait été encore plus difficile à ranger sur nos étagères. Donc honnêtement, voilà, faut un moment prendre du recul hein, quand on critique les nouveautés et réfléchir aux contraintes qui peuvent se poser aux concepteurs de jeux avant de tirer sur l'ambulance à boulet rouge. Moi, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, vous avez un plateau qui est franchement magnifique avec des parties mobiles, des parties type double couche dans laquelle on va pouvoir venir enchasser des trucs et je trouve ça très très bien. Justement, avec le plateau solaire, donc on a déjà effectué les étapes 1, 2, 3. On va passer à l'étape carte, et bien on va disposer une rangée de cartes maintenant. Alors dans ce jeu, il y a énormément de cartes, énormément. C'est un petit peu à la manière de Terraforming Mars. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je préfère SETI à Terraforming Mars et de loin. Maintenant, je vous le dis aussi, je souhaite redécouvrir Terraforming Mars, qui est un jeu que je ne sors jamais parce que je le trouve trop long, laborieux, même avec les modules et les extensions. Après, voilà, c'est mon goût personnel. Bien sûr, ça n'engage que moi. Je peux comprendre que les gens aiment ce jeu parce que les mécaniques sont intéressantes, mais il est tellement long, notamment en multi, que je le sors jamais. Par contre, je vais investir dans l'automa parce que je suis curieux de voir ce que ça donne et peut-être qu'en solo, la durée des parties est moins un frein finalement et moins un problème. Justement, en solo, on a le temps, on a bien souvent la concentration nécessaire pour s'investir et développer ce qu'il y a à développer plus sereinement en multi. Donc, moi, je vais tenter le coup. Je vais investir dans l'automa qui est proposé maintenant par le créateur et on verra ce que ça donne. Revenons à SETI. Donc, beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc, bon, ça va, elles sont de bonne qualité. Je pense que je les sleeverai parce qu'on les manipule pas mal dans le jeu.
Pour l'instant, je ne les ai pas slivés parce que j'ai vraiment le jeu depuis peu de temps. Voilà. Et en fait, ce qui est simple en matière de mise en place, c'est qu'au début à 2 joueurs, eh bien, on prend 3 cartes que l'on vient poser de manière cachée, face cachée, en face de chaque slot à côté du plateau. Après cette étape, on va mettre en place les jetons crédit énergie. Alors moi, je les ai mis dans cette boîte justement, donc j'ai juste à faire ça et je suis prêt. Donc ça, c'est très bien, ça évite d'avoir tous les sachets à ouvrir. On va mettre en place les données sur le plateau, à savoir les données à découvrir en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations sur les différentes civilisations extraterrestres qui peuvent éventuellement peupler la galaxie, le système solaire. Donc, eh bien, ces données sont représentées par ces jetons bleus là, sur lesquels on a des 0 et des 1, donc des données en binaire, et qu'on vient enchasser dans les zones justement double couche formées par l'anneau qu'on a assemblé au début, et qui est très critiqué. Mais voilà, moi j'efface la critique dans le sens où, eh bien, ce petit plateau là permet de poser nos données de manière très confortable. D'autant plus que ce sont des jetons qu'on va beaucoup manipuler pendant la partie, donc ça évite tout un tas de problèmes. Donc je trouve que c'est plutôt bien conçu pour le coup. Et ceux qui sont pas contents, et ben tant pis, hein, tant pis pour eux. S'ils préfèrent avoir des jetons qui se promènent un peu partout, à chaque lancer de dés, tout autour de la table ou par terre, eh bien, voilà, libre à eux. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est très bien pensé. Ça augmente pas certainement le coût du jeu de manière exponentielle. Bien sûr qu'il y a forcément d'autres solutions, mais celle-ci est tout à fait acceptable de mon point de vue. Donc je le dis, voilà, parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu assez de la négativité ambiante, donc c'est vrai que j'hésite pas à souligner aussi les points positifs, en tout cas que moi je considère positifs. C'est un peu maintenant un angle d'attaque que je vais avoir systématiquement sur mes vidéos, parce que voilà quoi, il y en a un peu marre des râleurs. On peut râler, hein, c'est pas le problème, il y a des fois c'est complètement justifiable, mais bon, quand ça devient un fonds de commerce, ça me dérange plus, quoi. Voilà. Après, il y a des moments, c'est justifié, hein. Par exemple, on pourrait râler dans ce jeu sur le fait qu'il n'y ait aucun rangement dans la boîte. Parce que c'est vrai que si on ne met pas des petites boîtes en plastique pour ranger les jetons, eh bien, faut déballer, ça prend des plombes et tout. C'est beaucoup moins agréable. Mais voilà. Donc voilà, vous avez toutes les données à découvrir qui sont positionnées comme ça sur le plateau en début de partie. On poursuit avec des tuiles, des grosses tuiles qui vont venir là-bas en haut. Et en fait, alors qui sont ces 4 tuiles-là, il y en a 4 dans la boîte, mais elles sont double face et elles représentent des objectifs qu'on va sélectionner de manière aléatoire, en fait. C'est-à-dire que je mélange les tuiles sous la table, là vous ne me voyez pas faire, mais je mélange les tuiles sous la table, je les retourne une fois encore, je les remélange et puis on va les mettre dans le désordre, enfin dans un ordre aléatoire. Voilà, hop. Donc voilà, premier objectif. On verra à quoi ça correspond pendant la partie. D'ailleurs, moi je ne vais pas faire réellement une expli partie parce que voilà, le jeu n'est pas très compliqué une fois qu'on a saisi les principales mécaniques. Par contre, il est riche. Mais si vous avez envie de voir une expli partie, vous pouvez aller voir la chaîne qui s'appelle que j'adore en plus, j'ai oublié le nom. Ludicovore, ouais, c'est ça. Ludicovore, qui est un gars en plus qui est adorable, vraiment, et puis qui maîtrise bien les jeux, et il maîtrise bien SETI d'ailleurs, parce qu'il est déjà à un niveau supérieur au mien, nettement. Moi, je suis pas un grand spécialiste des jeux type euro, et SETI est quand même un jeu type euro. Donc voilà, si vous voulez voir une belle expli partie, je vous invite à aller sur sa chaîne Ludicovore, d'ailleurs, qui propose plein de jeux intéressants, et en plus, c'est un gars qui est calme, qui explique bien, qui prend le temps de détailler les règles, enfin voilà, et qui a une bonne compréhension, une bonne maîtrise des mécaniques, ce qui me rend souvent service d'ailleurs, je dois dire. Voilà. On continue. Après les tuiles dorées, eh bien, on va passer aux technologies. Alors, c'est le moment un peu le plus fastidieux. C'est-à-dire que sur chaque zone ici, là, on va venir poser tout un tas de petites tuiles
selon le type de technologie. Voilà, là, les tuiles oranges vont aller sur le secteur orange. Les tuiles ici, alors je pense qu'elles ont un nom, ces technologies, mais je ne les connais pas. Ça, c'est technologie de l'information, ça doit être de la navigation, et ça, du décodage de je sais pas quoi. Je n'ai plus le nom. Ça me reviendra au cours de partie. Quoi qu'il en soit, je regarde en même temps si ça apparaît sur la règle du jeu. Ouais, technologie. Hein. Ah oui, ça c'est recherche. Voilà, c'est recherche, information, navigation. Et donc sur chaque slot, en fait, on va venir poser. Alors là, ce sont les tuiles oranges, donc je vais essayer de pas commettre de bêtises. On va venir installer les tuiles en fonction de leur recto. Donc là, le recto, c'est celui-là. Il y a 4 exemplaires pour chaque tuile. On peut jouer à 4 joueurs. Et... Alors, est-ce qu'elle est la quatrième? Enfin bref, donc voilà, on les rassemble. Ensuite, on les retourne. Ça donne des bonus quand on vient chercher la tuile. Et en fait, c'est de cette manière qu'on vient les poser sur le plateau. On vient ajouter aussi une petite tuile supplémentaire, une mini tuile qui vient en solo indiquer qu'à chaque fois qu'on achète, qu'on acquiert une technologie, eh bien on prend 2 points de victoire. Cette icône étant le symbole des points de victoire qu'on va retrouver à plusieurs endroits, par exemple sur le plateau, là, dans les zones de données. On va en retrouver ici sur les planètes. Voilà, enfin, donc ça, à chaque fois, c'est des points de victoire qu'on va pouvoir aller chercher. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer toutes les tuiles hors caméra, puis on se retrouve immédiatement pour la suite et la fin de la mise en place. Voilà notre marché de technologie installé. Alors, si c'est un petit peu laborieux, honnêtement, c'est assez de bel effet, je trouve. On a envie d'aller chercher des technologies dans ces marchés. Moi, j'aime beaucoup en plus le choix des coloris qui a été fait voilà, pour inviter le joueur à aller sur cette zone. J'aime bien. On poursuit, donc ça c'était la 9e étape. Ah oui, j'ai oublié la 8e étape qui va nous obliger à poser des jetons. Alors on va aller chercher pour ça des jetons joueurs inutilisés pour la partie. Alors moi, ceux que j'utilise rarement pour moi ou pour l'automa, c'est les jetons blanc crème comme ça. Alors les couleurs sont un peu particulières parce que c'est du plastique recyclé apparemment. Bon, j'ai pas vérifié, hein, j'ai vu ça, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Ludicovore justement, qui précisait ça et que bah, au moins il y a un effort en matière de développement durable qui est fait dans ce jeu, on peut le souligner. Alors, à 2 joueurs, on doit poser sur le plateau 2 jetons, comment ils appellent ça, 2 jetons neutres, 2 paliers neutres, enfin 2 jetons sur chaque palier neutre. Les paliers neutres sont le palier 30, donc palier de score, et le palier 20. On va faire pareil tout de suite. On verra que quand on atteint ces paliers, eh bien, ça déclenche un événement, et à ce moment-là, les jetons qu'on a posés sur ce palier sont projetés sur un autre secteur, ce qui va avoir des conséquences forcément. Donc, il y a déjà 2 petites courses là qui commencent à s'instaurer entre les joueurs. En solo, eh bien, c'est le joueur face à l'automa, bien sûr. Mais donc ça donne un peu de piquant dès le début de la partie, alors qu'on est en train de se mettre en place. Donc c'est déjà une qualité que n'a pas par exemple Terraforming Mars, enfin à mon sens. Maintenant je suis pas un grand connaisseur de Terraforming Mars, j'ai fait une dizaine de parties peut-être, mais c'est tellement laborieux que là ça fait peut-être des années que j'ai pas joué, donc bon, c'est les impressions qu'il me reste après plusieurs années sans avoir sorti la boîte. Je vous cache pas que j'ai quand même hâte de pouvoir tester l'automa. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il y a aussi alors ces jetons à poser. Alors, on va en poser un là. Alors, je ne sais plus si c'est de manière aléatoire ou pas. On verra. Je crois que c'est aléatoire aussi. Et un autre sur les cartes de la première manche là-bas, sur les cartes qu'on a mis dans le marché, qui correspond à chaque manche. Enfin, eh bien, on va alimenter un marché de cartes à partir du tas de cartes restant ici, et donc qui va constituer une rangée de cartes. Alors, normalement, on les met à proximité du plateau. Moi, je vais les mettre là-bas, en face de nous, pour gagner un peu de place. Grâce à un porte-carte, si je le trouve, voilà, il est là.
Et donc ces cartes seront à l'achat pour nous à chaque occasion qui se présentera. Donc, eh bien, c'est simple, hein, on a notre tas de cartes, on en révèle 4. Alors, voilà comment se présentent les cartes. Ici, on a un secteur qui correspond au secteur d'étoiles. Donc, le jaune correspond au jaune des étoiles, par exemple. Quand on a du rouge, c'est une étoile rouge. Quand c'est du noir, c'est une étoile noire. Du bleu, une étoile bleue. Ici, c'est un gain si on se défausse de la carte. Ici, là, on voit 3 crédits. Ça, c'est le symbole des crédits. Eh bien, c'est le coût de la carte. Ici, en blanc, c'est l'action que permet la carte. En dessous, en gris, c'est une mission que permet la carte, c'est-à-dire que quand une carte comporte un élément comme ça, gris ou doré, eh bien on conserve la carte une fois qu'on l'a jouée, et lorsqu'on a atteint l'objectif fixé à gauche de la carte, on remporte les gains de la droite de la carte. Enfin, alors on a aussi un petit fluff en dessous, donc ça c'est super sympa pour les amoureux de la découverte spatiale et du voyage interstellaire contemporain. Il y a tout un tas d'informations sympas. Et en bas à droite, eh bien, on a un gain on a un icône qui représente le gain qu'on peut remporter à la fin de chaque manche, au moment où on fait une étape de maintenance, je crois, ou d'entretien, et à condition d'avoir mis la carte au bon endroit dans le jeu. Voilà. Donc c'est tout. Donc ce sont des cartes à multi-usage. Ce qui est très sympa d'ailleurs comme mécanique parce que ça donne une profondeur de jeu assez forte, bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'on manipule énormément les cartes aussi et que je trouve qu'il est nécessaire du coup de les sliver. Voilà. Alors ce n'est pas du deck building, hein, pas du tout, c'est plutôt de la construction de tableau, de la construction de main de cartes, on va dire. Voilà. Les cartes restantes, on les met à côté du marché, et puis dès qu'on viendra prendre une carte ici, on la remplacera à partir de la pioche. Et puis on aura une défausse. Voilà, alors les pions blancs que j'ai installés tout à l'heure s'appellent les jetons rotation du système solaire. En effet, à chaque fois qu'on va bouger ces jetons-là, donc qui sont à cet endroit et sur les cartes là-bas, eh bien ça fera bouger le système solaire. Voilà, c'est un peu le principe. Et c'est ce qui constitue aussi une des originalités de ce jeu. On a terminé pour l'installation du plateau central. Alors, moi, vous voyez que mes plateaux, la civilisation extraterrestre, ne se mettent pas bien. C'est parce que ma table n'est pas tout à fait plane. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est que voilà, j'ai un petit décalage en dessous. C'est pas un défaut de conception. Et les plateaux ne rebiquent pas du tout. Ils ne gondolent pas, hein, comme dans certains autres jeux. Non, non, là, ils sont bien droits. C'est juste que ma table, elle, ne l'est pas. Donc voilà, je ne veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Les plateaux sont parfaitement horizontaux. Il n'y a aucun problème. Et c'est du bon matériel. C'est un des gros atouts, un des gros points forts de ce jeu aussi. Voilà, c'est une très belle édition que nous propose Yellow Expert pour SETI. On a terminé donc la mise en place du plateau central qui est très grand, très beau, très fourni du coup. On va maintenant mettre en place les joueurs. Alors, 2 joueurs qui vont avoir quasiment les mêmes éléments. Le joueur humain choisit un plateau. Alors, ce sont des plateaux double couche dans lesquels on va venir poser, enchasser des tuiles. Notamment les tuiles, on reconnaît le gabarit là, des tuiles technologie ici, en fonction de ce qu'on veut faire. Ce sont aussi des plateaux qui nous permettent de suivre nos actions, de les préparer, et puis aussi de les choisir parce qu'on a toute l'iconographie du jeu qui est reprise sur les plateaux. Pour le joueur humain, donc, le choix est totalement sans importance puisque tous les plateaux sont les mêmes. Là, il n'y a pas de départ asymétrique. En revanche, si on retourne les plateaux, on a le plateau de l'automa. Et là, on a des départs asymétriques dans le sens où chaque plateau propose un niveau différent. Donc là, 1 étoile, c'est facile, 2 étoiles standard. Et on va jusqu'à 5 étoiles. Donc il y a 5 niveaux de difficulté de l'automa. Voilà. Mais c'est la seule chose, donc ce qui veut dire qu'en matière de mise en place, c'est très très simple. On choisit le plateau qu'on veut. Là, il y aura un petit aménagement en fonction du niveau, voilà, qui est précisé sur le plateau, et c'est terminé, tout est prêt. Donc là, moi, je vais jouer en mode standard, parce que je me suis fait piétiner la dernière fois par l'automa. Donc je vais utiliser le plateau avec 2 étoiles pour l'automa. Je vais mettre ça sur la table, ici.
je vais compléter le matériel de l'automa, c'est très simple, avec un set de cartes. Alors, quand on joue au niveau 2, eh bien, l'automa a 4 cartes. On le voit ici, là, 4. Et les 4 cartes sont... Donc, il y a tout un tas de cartes pour l'automa. Mais les cartes de départ sont les plus claires. Le violet clair, là, voilà. Donc, on les sélectionne, on les met de côté, on les mélange. Et on les pose comme ça en une pioche. À chaque tour de l'automa, on prendra une carte et celle-ci nous donnera les actions de notre adversaire virtuel. Les autres cartes sont de deux types. Là, on a les cartes civilisation extraterrestre qui seront injectées au fur et à mesure dans le jeu. Et là, on a les cartes de je sais plus quoi, comment elles s'appellent. En tout cas, qui viennent renforcer le deck de l'automa au fur et à mesure du jeu et qui vont proposer des actions de plus en plus puissantes de la manière, si vous voulez, à la manière d'un joueur humain qui programmerait davantage d'actions au fur et à mesure qu'il avance dans les manches du jeu, qu'il remporte des ressources, qu'il peut voir des cartes différentes, etc. Bien, l'automa va fonctionner à peu près avec la même géométrie. Donc ces cartes-là, elles sont mises au-dessus et elles seront injectées dans le jeu quand celui-ci nous le dira. Idem pour les cartes civilisation, on va les mettre de côté pour l'instant. On s'en servira un peu plus tard, on le verra. Que nous reste-t-il à mettre en place par rapport à une partie solo contre un automa? Eh bien, on va voir qu'il y a des tuiles objectifs. Alors, les tuiles objectifs, là, sont aussi rangées dans ma boîte. Il y a 3 types de tuiles objectifs, bleu clair, bleu roi et bleu marine, bleu foncé. Et donc, eh bien, on va constituer une pile de tuiles en fonction de ce qui est indiqué sur le plateau de l'automa. Donc, 2 tuiles claires. Alors, je crois qu'il y en a 4. Voilà, donc on les mélange. Les tuiles bleu clair. Elles sont assez grandes. Ce sont des tuiles assez épaisses, assez lourdes. C'est très très agréable à manipuler. Le matériel est sans faille de toute façon. Il n'y a aucun problème. Donc 2, on a dit. Voilà. Ensuite, on a 3 tuiles bleu roi. Voilà. Alors on en a tout un tas des tuiles bleu roi. Je crois que c'est celles qui sont les plus nombreuses. Voilà, je vous montre. Ouais, j'en ai quelques-unes. Hein. Là, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Les autres ne seront pas utilisés pour cette partie. Et enfin, les tuiles bleu nuit. Alors c'est pareil, on en a tout un tas. Voilà. Et on va en récupérer 5. 1, 2, 3. Ah, ça c'est une tuile bleu roi. 4, 5. Voilà. Là, on a notre sélection de tuiles. On n'a plus qu'à empiler les tuiles, donc bleu foncé, bleu roi et bleu clair par-dessus. Ça forme la pile objectif obligatoire, c'est-à-dire qu'on va être tenu d'atteindre tous ces objectifs, sans quoi on aura des pénalités qui viendront, bien sûr, en désagrément de notre score et puis surtout augmenter le score de notre adversaire. Mais ça encore, on verra ça un petit peu plus tard. Il nous reste un seul élément à mettre en place sur le plateau de notre adversaire, c'est un jeton joueur ici, on va le mettre en vert. Voilà. Et donc il va avoir un pion standard sur son plateau, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Là, l'automa est tout à fait prêt, donc vous voyez que c'est très rapide. Pour le joueur humain, c'est c'est grosso modo la même chose. On prend un plateau, alors ils sont tous pareils, voilà. Alors je crois qu'on a des ressources en début de partie. Ces ressources sont indiquées, alors oui, sur une carte de départ, qu'on choisit en fonction de la couleur qu'on veut jouer. Donc là, il y a les blancs, je ne sais plus si c'est une carte de départ. Voilà, les cartes de départ sont celles avec les éléments en haut. Ben nous, on va jouer jaune, voilà. Ce laboratoire, enfin cet institut-là, cette agence spatiale-là. Donc au début de partie, on a 4. Alors en même temps, comme ça, je vais vous donner les différentes ressources du jeu. Donc 4, comment ça s'appelle déjà?
4 niveaux médiatiques, 4 couvertures médiatiques, symbolisées par le micro là. Alors pour repérer ces couvertures médiatiques, eh bien dans nos pions, alors voilà, on a tous les pions joueurs, eh bien on va chercher le micro. Voilà. Et pour indiquer, donc voilà, le petit jeton micro, et pour indiquer qu'on a 4 en couverture médiatique, on le pose sur l'échelle des couvertures médiatiques. Je crois que l'automa, lui, a 4 aussi en début de partie, il me semble. Donc on va lui mettre 4 également. Voilà. On a en plus 4 crédits. Donc les crédits sont les ressources qui nous permettent souvent d'acheter des cartes. Voilà, 4 jetons crédits. L'automa ne se sert pas des crédits, lui. S'il s'en sert, eh bien, à la manière d'autres jeux, il va avancer sur cette échelle-là, on le voit. Hein. Chaque fois qu'il va avoir un crédit, piocher une carte, et puis d'autres ressources, il avancera sur cette roue. Nous, au départ, on aura une autre ressource encore qui est représentée par ces jetons et qui est l'énergie. Donc on a 3 unités d'énergie. Et enfin, on va piocher 5 cartes. Donc 5 cartes dans la pioche générale. Automa, lui encore, ne prend pas de carte. S'il doit en prendre, eh bien, il avancera sur cette fameuse roue. Et en fait, qui constitue une roue de technologie. Donc nous, on prend 5 cartes. Voilà. Donc sur ces 5 cartes, eh bien, il va y avoir différentes informations. Et l'idée, c'est de les regarder en détail, d'en sélectionner une et de venir une fois qu'elle est sélectionnée, de venir la poser sous notre carte de départ que l'on retourne. Vous voyez le symbole là, que l'on retourne et qui va constituer nos gains pour la prochaine manche. Ces gains-là vont être augmentés des gains qui vont être présents en bas à droite des cartes, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça va être très important à chaque fois de bien alimenter cette zone de jeu pour renforcer ces ressources en début de partie, parce qu'on va voir que les ressources sont l'une des fortes contraintes du jeu. Donc là, je vais regarder quelles cartes je vais conserver en main pour les jouer, pour leur action notamment, ou leur petite action ici, et celles que je vais venir bloquer en dessous, puisque c'est la 5e étape de l'installation des joueurs. Ici, on voit qu'on vient augmenter nos bénéfices de manche. C'est ce symbole-là, et donc augmenter les bénéfices de manche, c'est justement choisir une carte et la mettre en dessous, ici. Donc ça, je vais le faire hors caméra, et puis comme ça, on peut se retrouver directement pour démarrer la partie. Je pense que j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié quelque chose. L'automa va être en vert et nous en jaune. On va simplement mettre les jetons 100 qui vont nous permettre de suivre le plateau, le score tout autour du plateau sur cette échelle-là. Donc à chaque fois qu'on déplacera, on gagnera le jeton. Le jeton, si on dépasse 100, on le prend. Si on dépasse 200, on le retourne. Tout simplement. Et puis voilà. S'il me reste à prendre le jeton premier joueur, alors on peut déterminer au hasard qui est le premier joueur. Moi, en solo, j'aime bien jouer le premier joueur. Est-ce que je lance un dé? Ah bah non, on va faire pile ou face, parce que ce ne sont pas les mêmes côtés. Allez, moi, côté sombre, c'est moi qui démarre. Je sais pas bien pensé. Voilà. Et bien, côté sombre, donc je serai le premier joueur. Donc, on peut faire un pile ou face, c'est très cool. Et là, on est totalement prêt. Donc, on n'a plus qu'à se lancer dans la partie une fois que j'aurai sélectionné ma carte. Il reste quelques cartes, je vais les mettre de côté pour l'instant. On en reparlera tout à l'heure. Ces cartes-là, je vais les ranger. Et on est prêt cette fois. Bien, maintenant que la mise en place est terminée, on peut se jeter dans la partie, à savoir qu'on va démarrer la première manche. Comment se déroule une manche? Eh bien, c'est une succession de tours. Et les tours à ce jeu se composent des tours d'action, c'est-à-dire que chaque joueur va effectuer une action, l'une après l'autre. Mais il faut comprendre qu'il y a 2 types d'actions dans ce jeu. Il y a les actions principales, donc celles-ci, effectivement, on va en faire qu'une par tour. Mais il y a aussi les actions gratuites, et ces actions gratuites, on peut en effectuer autant qu'on le souhaite par tour. Alors, on a une super bête de jeu proposée dans la boîte.
Il y a un exemplaire par joueur d'ailleurs, elle est très bien faite, tout est récapitulé dessus, aussi bien les objectifs de fin de partie, donc qui sont en fait les tuiles dorées qu'on a mis là-haut, là, voilà, ici, que toute l'iconographie du jeu, qui est assez simple en vérité, hein, voilà, elle est nombreuse mais tellement aisée d'utilisation qu'à la limite, je ne vais même pas en parler là en détail, on verra ça au fur et à mesure. Et puis, voilà, un récapitulatif des actions principales et des actions gratuites. Parmi les actions que le joueur peut effectuer, on verra que l'automa effectue à peu près les mêmes, eh bien, on peut soit jouer une carte, donc il y a différentes façons de jouer une carte, on peut lancer une sonde, c'est un peu l'objet de notre agence spatiale, on peut mettre une sonde en orbite ou poser une sonde sur une planète, on peut scanner un secteur grâce à nos radars, à nos télescopes. Alors, on n'a pas le James Webb dans ce jeu, mais on a des très très belles antennes, hein. D'ailleurs, chaque équipe a son propre télescope, on le voit, hein. Donc là, je crois que c'est le télescope qui est dans le désert d'Arizona, là, avec tout un tas d'antennes et tout qui permet de cibler les étoiles. Mais il y a aussi le télescope du désert chilien, il y en a en France, enfin, il y en a pas mal. Ce sont des équipements astronomiques qu'on peut retrouver aussi dans différents jeux. J'ai plus le nom là, où un jeu de déduction où on doit retrouver la 9e planète, c'est à peu près les mêmes équipements. On a la capacité aussi en action d'analyser des données qu'on aurait recueillies, captées dans l'espace. On aurait aussi la capacité d'effectuer des recherches technologiques pour améliorer nos équipements, nos télescopes et nos moyens d'investiguer dans l'univers. Et enfin, on peut passer, donc ça on verra au moment voulu, passer en fait, c'est surtout quand on ne peut rien faire d'autre. Sachant que là, on est sur une première manche et que nous avons tiré le jeton premier joueur, eh bien, nous allons commencer. Alors, pour cette première manche, je dispose de 4 cartes de mes ressources. Pas oublier, hein, parce qu'elles sont nombreuses. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la 5e carte que j'avais prise en main et qui s'appelait... Alors, chaque carte a un nom, une illustration propre, hein, il n'y a pas 2 cartes pareilles dans le jeu. Celle-ci s'appelait le supercalculateur Exascale. Et donc, on l'a stocké, en fait, et celui-ci nous rapportera un crédit supplémentaire en fin de manche. Voilà. Mais il me reste pas mal de technologies en main. Par exemple, on a le télescope Lovell, ici. Celui-ci, alors, il coûte assez cher quand on veut l'utiliser, puisqu'il coûte 3 crédits, hein, c'est la condition qu'on doit satisfaire pour bénéficier des actions et des missions de cette carte. Mais son action est assez bénéfique, puisqu'il nous permet d'aller chercher, alors ça c'est le symbole des données, donc il nous permet de recueillir des données, bien sûr, puisque notre télescope va nous permettre de faire des enregistrements des événements stellaires. Et puis, alors ça s'appelle sonder, je crois. C'est sonder, c'est ça? Non, c'est scanner un secteur. Voilà, scanner un secteur. Et d'ordinaire, cette action coûte 1 crédit et 2 énergies. Grâce à cette carte qui coûte 3 crédits, eh bien, on peut recueillir une donnée et faire l'action scanner sans payer le coût en énergie, notamment. Donc, on paye plus de crédits, mais le coût en énergie est amorti. Voilà. On peut également utiliser l'assistance gravitationnelle. Donc là, c'est pour lancer une sonde. Vous savez, hein, c'est l'effet de fronde pour les engins spatiaux qui utilisent la gravité des astres pour accélérer et pouvoir aller plus loin. Donc, cette carte nous donne 2 déplacements. Alors, les déplacements, ce sont les déplacements de sonde que l'on verra tout à l'heure sur ce plateau. Donc, 2 déplacements, c'est intéressant. Donc, celle-là, je vais bien la garder. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que je n'ai pas de sonde dans l'espace. Là, je peux éventuellement effectuer une recherche ciblée, ce qui va me permettre d'avancer dans mes technologies. Ça, c'est le symbole d'études technologies. Donc, je vais pouvoir en récupérer une pour venir la poser sur mon plateau. Et en plus, je ferai bouger le système solaire, parce que ça prend du temps, hein, de mettre au point des technologies. Donc, le système solaire bouge en attendant, le temps passe. C'est une carte coûteuse également.
On a la modernisation de télescopes, donc qui nous coûte 1. Donc là, voilà, on fait des travaux dans les télescopes, d'ailleurs on le voit là, existants, on remplace les antennes. Ça nous permet de piocher une carte. Et en plus, cette carte sera activée devant nous, on la gardera à proximité de notre plateau. À chaque fois qu'on fera une action de technologie, de navigation, et bien, non, de recherche, eh bien, on gagnera un point de suivi médiatique, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'oublie tout le temps comment s'appelle cette ressource, mais enfin, c'est la ressource qu'on suit avec le micro. Et puis, à chaque fois qu'on effectuera une action scanner l'espace, on gagnera une donnée en plus. Donc, c'est une belle carte, hein, qui ne coûte pas très cher. Voilà, on modernise nos équipements. Donc là, on a 4 actions possibles dans les mains. On a aussi la possibilité, mais cette fois en action gratuite, de défausser une de ces cartes pour gagner la ressource qui est en haut à gauche. Donc par exemple, si je défausse modernisation des télescopes, je gagne une donnée tout de suite. Quand je gagne une donnée, je vais la mettre sur mon plateau ici. On verra que ça sert à faire d'autres actions. C'est une ressource spécifique. Je peux défausser ces cartes-là pour gagner un en suivi médiatique. Alors ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle, c'est pas suivi, c'est couverture médiatique. Voilà, c'est ça. Et là, un déplacement. Donc voilà toutes les utilités de ces cartes. Ça, c'est donc jouer une carte. Je peux également lancer une sonde. Alors pour lancer une sonde, eh bien, c'est lancer un engin dans l'espace à partir de la Terre. Donc je vais payer 2 crédits et eh bien, j'aurai une sonde dans l'espace. Cette sonde, après, pourra être expédiée vers des planètes. Une fois que j'ai lancé une sonde, je pourrai la mettre sur orbite autour d'une de ces planètes-là. Je pourrais aussi la poser sur une planète. Alors évidemment, si j'effectue cette action, ça me coûte de l'énergie notamment, de l'argent et de l'énergie, parce qu'il faut mobiliser des équipes et des moyens, des ressources, du carburant pour envoyer ces sondes, mais il y a beaucoup de gains. On voit qu'on met, alors les zones de planètes dépendent en fait de la zone où va aller notre sonde par les déplacements justement, que l'on va pouvoir financer. Mais en fonction de la planète où on va arriver, si on la met en orbite, on aura un certain nombre de bénéfices. Si on se pose sur la planète, on aura d'autres bénéfices. Notamment ces bénéfices-là, qui sont des traces de vie. Alors là, on a une trace de vie jaune. Les traces de vie jaune vont nous permettre de venir poser un jeton ici. Une fois qu'on aura posé les 3 jetons, eh bien, on pourra découvrir enfin les différentes dimensions d'une vie potentielle extraterrestre. Et là, on retournera la tuile. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a tout intérêt à aller trouver des traces de vie. Il y a différents moyens de le faire, dont explorer les planètes en atterrissant dessus. Mais il y a d'autres possibilités encore, on le verra, notamment analyser les données, par exemple, qui nous permet de trouver des traces de vie bleues. Donc pour ce tour, alors moi, vu que j'ai déjà mis de côté la possibilité de gagner un peu plus de crédit, je vais moins hésiter à dépenser des crédits. Et bah, j'aime bien cette carte, et j'aime bien celle-là aussi. J'aime bien celle-là, surtout qu'elle n'est pas très chère, donc j'aurais bien envie de la jouer. J'aime bien aussi la carte technologique, parce que de jouer une carte technologie en début de partie, ça nous permet en fait de bénéficier de notre technologie très tôt dans la partie, donc tout au long de la partie du coup. Et ça, c'est bien aussi. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, ça coûte 3 par contre, hein. Mais ça me coûte 3, mais ça me permet euh, pas mal de choses. Alors, est-ce que j'aurais pas intérêt à lancer une sonde avant? Ça, on va voir. Alors, j'ai peu d'expérience sur le jeu, hein, je tiens à le dire. Donc, c'est encore des parties d'initiation que je mène. J'espère que vous serez indulgents avec mes choix qui ne sont pas toujours les meilleurs. J'ai pas encore véritablement de stratégie en place. C'est pareil, celle-là, c'est pas mal de gains, hein. Je vais scanner, par exemple. Donc, gagner des données en plus à chaque fois, c'est super intéressant. Peut-être faire ça. C'est pas très cher, ça me bloque pas, et puis ça va me laisser le temps de voir. Ou alors, parce que c'est peut-être plus intéressant visuellement en vidéo, je vais lancer une sonde. De toute façon, il faudra que je le fasse, lancer une sonde. Ouais, il faudrait que je le fasse, lancer une sonde. Alors là, ça me permettrait de repiocher une carte. Et si après je lance une sonde où je fais une technologie, où je scanne, je gagne des trucs. Ouais, non, je vais jouer ça. Allez, comme action, tout de suite,
je joue une carte et je joue modernisation des télescopes. Je pars du début. Voilà, donc je dépense un crédit que je remets dans la réserve là-bas et je joue ma carte. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un porte-carte devant mon plateau. Ils sont cachés derrière la boîte. Voilà. Pour conserver visuellement les missions que j'ai disponibles. Cela dit, je ne pourrais pas les laisser comme ça parce qu'il faudra que je vienne poser des jetons dessus, mais bon, on verra bien. Alors, je joue cette carte. Elle m'a coûté un crédit. Donc, comme je la joue, je la pose devant mon plateau. Elle me rapporte tout de suite une carte que je vais piocher. Alors, j'ai le choix. Soit je la récupère. Ah oui, c'est 3. J'ai mis 4 cartes, je me suis trompé. C'est un marché de 3 cartes. Oui, ça, c'est une erreur de ma part. Bon, tant pis, je vais remettre celle-là au fond. C'est la dernière que j'ai piochée, voilà. Ok, donc j'ai le choix quand je vais acheter une carte, enfin, quand je dois piocher. Soit je prends une carte face visible, soit j'en prends une sur le sommet de la pioche. J'ai encore des belles cartes là. Ouais, j'ai des très belles cartes, mais chères. J'ai envie de prendre celle-là. Elle n'est pas très chère, elle me permet de gagner des données. Alors là, c'est les archives de données du SETI. Ouais, on a un accès privilégié au serveur. Pourquoi pas, on voit notre antenne là-bas. Je vais la prendre. J'aime bien cette carte. Donc, je la prends dans ma main. C'était mon action de ce tour. Comme j'ai pioché une carte, je renouvelle le marché et je tombe sur fenêtre de lancement optimale. Donc c'est une action de lancement de sonde. On voit là-bas cet événement. Les cartes sont magnifiques, hein. Franchement, c'est du top. Voilà, c'est encore. D'ailleurs, je ne sais pas qui a illustré le jeu. J'essaierai de vous dire ça durant la partie. On a terminé notre tour. Est-ce que je fais des actions gratuites? Alors, je peux regarder. Placer un jeton donné de votre ordinateur. J'ai pas de jeton donné pour le moment sur mon plateau. Accomplir une mission si on réunit les conditions. Pour le moment, c'est pas le cas. Action des coins gauche de la carte. Donc, par exemple, là, je pourrais tout à fait décider de dépenser une carte pour gagner quelque chose. Voilà. Mais là, j'ai pas trop envie pour le moment. Toutes mes cartes me plaisent. Alors, on a une limite de main. Je crois qu'on est limité à 8 cartes. Je vérifierai. Je sais plus si c'est dans ce jeu. Je vais vérifier ça. Je peux aussi acheter une carte en dépensant 3 couvertures médiatiques. Je peux échanger une énergie pour faire un déplacement de sonde éventuel, mais pour le moment, moi, j'ai pas de sonde. Et je peux aussi convertir des ressources en une autre ressource à raison de 2 ressources d'origine pour une ressource souhaitée. En fait. Donc, par exemple, si je veux transformer des crédits en énergie, j'en dépense 2 pour prendre une énergie. Je peux dépenser 2 cartes aussi pour récupérer soit une autre carte, soit une énergie, soit un crédit. Voilà, tout est convertible. Donc ça, c'est super. Il y a une grande, grande vélocité dans la manière d'utiliser les ressources. Notre tour est fini, je ne vais pas faire d'action gratuite pour l'instant, on va passer au tour de l'automa. Et on va voir que c'est super simple et très très agréable. Alors, c'est au tour de notre adversaire et je me suis aperçu en même temps que j'avais quand même oublié 2 éléments importants. Un, de révéler les tuiles objectives de départ. Donc, en début de partie, en fait, on révèle 3 tuiles. Donc voilà, qui nous donne des objectifs. Donc là, par exemple, le premier objectif que je dois absolument accomplir avant la fin de la manche, c'est me poser, c'est un objectif difficile, sur une planète. Deuxième objectif, ça va être d'atteindre le niveau 16 en point de victoire. Bon, ça, c'est super difficile aussi. Je vais le mettre là. Et enfin, il va falloir que soit je me pose sur une planète, soit je me mette en orbite. Mais attention, hein, j'ai des contraintes en termes de planète. Je dois me poser sur Jupiter ou sur Saturne. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite regarder où sont Jupiter et Saturne par rapport à la Terre. Alors, la Terre est là, Saturne est là, Jupiter est tout là-bas. Donc, ça veut dire que Saturne n'est pas très loin de la Terre, et pour se déplacer, donc on va devoir envoyer une sonde en orbite. Une fois qu'elle sera en orbite, on la posera sur la Terre, et ensuite on fera des déplacements qui correspondent, un déplacement correspondant à chaque secteur là, du plateau. Donc 1, 2, 3 pour atteindre, ou 1, 2, 3, 4 pour l'atteindre. Attention, si on rentre dans un secteur astéroïde, il nous faut un déplacement supplémentaire pour en sortir. Donc moi j'aurais tendance à venir là, en plus ça nous coûtera moins cher. Donc là on est relativement prêt.
En plus, si je me débrouille bien, je peux faire tourner le plateau, sachant que celui-ci tourne dans le sens anti-horaire, donc la Terre se rapprocherait de Saturne. Ouais, ce qui reviendrait à 3 déplacements, bon, pourquoi pas. Ça reviendrait assez au même. Donc on est proche de Saturne, donc ces deux objectifs sont assez faisables, donc il va falloir qu'on s'emploie à ça. Est-ce qu'on a des cartes qui nous permettent de le faire? Voilà comment on construit un petit peu notre planification. Maintenant, on a scanné, notamment. Ah ouais, j'ai acheté une carte de scan. Ouais, c'est pas très malin du coup. Mais bon. Par contre, on a des déplacements là, ça c'est super. Parce qu'on peut financer les déplacements soit avec une carte, soit, enfin, soit avec les cartes, en tant qu'action principale, action gratuite, ou encore en dépensant de l'énergie. Donc ça, on le verra tout à l'heure. De toute façon, je vais devoir le faire. Mais là, on a pas mal de possibilités, donc c'est plutôt positif. Bon, par contre, atteindre 16 points de victoire, ça va être chaud. Ça va être chaud à la fin de la première manche. C'est super difficile. Et puis, qu'est-ce que j'oubliais? Ouais, alors j'ai oublié aussi de mettre les jetons de score sur le plateau. Alors les jetons de score, c'est ça, là. Voilà. Donc, dans la mesure où notre adversaire est le second, eh bien, il va commencer sur la case numéro 2. Il a 2 points de victoire en début de partie et nous, un seulement. Alors, moi, je joue en jaune. Voilà. Hop. Voilà. Là, cette fois, on a tout mis. J'avais oublié ça. J'étais très pressé de commencer. Allez, on revient autour de notre adversaire maintenant que j'ai remédié à mes petits oublis. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je remélange les cartes là. Voilà. Et on en prend une au hasard. On la révèle et on voit ce qui se passe. Alors ça nous donne éventuellement le sens pour choisir des éléments de jeu quand on en a besoin. La première action, là, on ne peut pas la faire parce que elle est déclenchée si on a déjà découvert la deuxième civilisation extraterrestre. C'est pas du tout le cas. Par contre, donc du coup, on passe à la deuxième action et ainsi de suite. Hein. C'est un peu comme dans, c'est dans quoi? Dans Glory, un jeu de chevalier, où l'automa procède exactement de la même façon. Dans la deuxième action, eh bien, l'automa peut déplacer une sonde de 3 vers Jupiter en priorité, sinon Mars, sinon Saturne, sinon Vénus. Mais lui, comme nous, n'a pas de sonde pour le moment en orbite, donc il ne peut pas déplacer une sonde. Enfin, troisième action, eh bien, il va acquérir une technologie. Alors là, ça fonctionne exactement comme nous, à ceci près que le choix de la technologie dépend de la position de son jeton sur sa roue du progrès. Eh bien, on va suivre simplement. Alors, l'iconographie, quand je vous dis qu'elle est simple, c'est que vraiment, elle est super pratique. Donc là, on doit déplacer le jeton rotation du système solaire, ici, sur cette zone-là. Donc, on déplace dans le sens des flèches. Donc là, on l'avait posé là arbitrairement. Et donc, celui-ci franchit ce secteur-là. Donc, c'est le plateau jaune qui va tourner. Il tourne dans le sens anti-horaire. Donc, la Terre, ça nous arrange, se rapproche de Saturne. OK. Ça, c'était le premier effet de son action. Deuxième effet, il va chercher une technologie. Donc, quand il va chercher une technologie, on regarde où est son jeton sur sa roue du progrès. Il est sur la technologie bleue 1. Technologie bleue 1, eh bien, voilà, les indicateurs sont tout en haut là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, là, il y a le 1, le 2, on ne voit pas avec la lumière, le 3, le 4, ainsi de suite. Donc, lui, il va chercher cette technologie-là. 1. Et comme le joueur humain, il va gagner tout ce qu'il y a dessus. Dans un premier temps, il va gagner 2 points de victoire. Donc ça, je les défausse. Et son marqueur avance de 2. Donc il était à 2, il passe à 4. Lui, direct, hein, vous allez voir qu'il progresse très très vite. Ensuite, quand on achète cette technologie, on a un bonus immédiat. Là, il gagne une carte. Ne piochant pas de carte, il va déclencher cet effet-là qui est de progresser de 1 sur son plateau du progrès. Donc hop, grâce à ce bénéfice, il avance de 1 sur ce progrès. Du coup, il gagne sa technologie, okay, de l'information. Et quand il gagne une technologie, il vient la poser ici. On verra qu'il a un usage particulier et simplifié des technologies, mais qui sont définies par les cartes aussi. Dernière dimension de son action, il progresse de 1 sur sa roue technologique, ça veut dire qu'il avance encore pour atteindre le 3e slot.
Et là, son action est terminée. Vous voyez, c'est hyper simple. Quand on connaît l'iconographie, on est tranquille, ça fonctionne, il n'y a aucune question à se poser, on avance plein pot. Ça met déjà fin au tour de l'automa. Il n'y a rien de plus à faire. On a donc une deuxième action qui doit être effectuée pour nous permettre de progresser. Alors, je vais quand même jeter un œil sur les objectifs de partie. Là, par exemple, dès qu'on a acquis deux technologies, eh bien, on est le premier à pouvoir mettre un de nos jetons ici. On gagne 7 points de victoire. Si on est le second, 5 points de victoire. Dans les parties multijoueurs à plus de 2 joueurs, eh bien, on a un slot supplémentaire. Si on est le premier à réunir 3 traces de vie, pareil, on gagne 8 points de victoire. Si on est le premier à effectuer une mission ou une mission de fin de partie, eh bien, on prend 8 points de victoire. Si on est le premier à avoir mis sous notre carte de départ ici des cartes de 3 ressources différentes, on gagne 11 points. Ah, ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme et c'est pas facile à faire. On verra que l'automa, lui, se pose pas tant de questions. Il vient sur les slots assez facilement et on verra ça tout à l'heure. En tout cas, là, moi, par contre, il faut que je me pose des questions quant à ce que je vais faire comme action. On a vu qu'il fallait absolument atterrir sur Saturne. Saturne est vers nous. Donc, je pense que ce qu'on va faire là, vu qu'on a de l'énergie, de l'argent et tout, on a des déplacements gratuits aussi. Alors ça, c'est l'action principale. Donc, je ne vais pas la faire tout de suite. Est-ce que j'achète une technologie de 3 avant? Ouais, mais ça me risque de me coûter des trucs. Si jamais je dépense cette carte, elle me permet d'avoir une couverture médiatique, ça pourrait être pas mal. Couverture médiatique, on est à 4. Donc éventuellement en action gratuite, je vais chercher le truc. Je pourrais aller chercher une autre carte, histoire d'avoir un peu plus de choix dans mes actions. C'est vrai qu'en multijoueur, le jeu peut être long parce que bah voilà, on a tous cette étape de réflexion avant de jouer. Donc en général, on réfléchit pendant que les autres jouent, mais bon, c'est quand même un temps qui est incompressible, on va dire. Alors après, peut-être qu'en ayant l'habitude, ça va plus vite, mais là, en attendant, moi je débute et j'ai besoin de réfléchir. Donc aller chercher une carte, c'est où déjà? Oui, c'est une action gratuite ici. Donc pour 3 couvertures médiatiques, je peux prendre une carte. Donc une dérangée. Ah, bah il y en a qui sont belles, hein. Et ouais, qui nous permettent de lancer des. Là, par exemple, si je prends fenêtre de lancement optimale, eh bien, on peut effectuer un lancement de sonde et en plus effectuer un déplacement pour chaque autre planète ou comète dans le même secteur que la Terre. Là, en l'occurrence, on a une comète et Saturne. Ouh, c'est bon ça. Ouais, je crois que je vais aller la chercher cette carte. Donc, je vais dépenser 3 couvertures médiatiques pour acheter cette carte. Pour l'activer, il me faudra 2, mais ça coûte pas trop cher encore. Donc là, je dépense. Je vais faire une place. Donc là, je dépense 3 en couverture médiatique. 1, 2, 3, donc je reviens à 1. Du coup, j'ai le droit d'aller chercher cette carte. Elle est belle, cette carte-là. Elle est très très belle dans notre situation. Très belle. Ensuite, eh bien, je pense que je vais la jouer pour lancer directement une sonde. Est-ce que ça va suffire? Chaque fois que vous visitez une planète ce tour-ci, vous pouvez gagner un déplacement au lieu de une couverture médiatique. Ouais. Ça, j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait, mais bon. Alors, je peux éventuellement jouer cette carte pour gagner un autre déplacement. Ça, c'est gratuit aussi de jouer ces cartes-là. Donc, ça veut dire que je pourrais me déplacer. En fait, je pourrais atteindre Saturne directement, là, quasiment. Oh, ce serait pas mal, ça, hein. Ouais, là, j'ai un truc à faire. Alors, faut pas trop s'attacher aux cartes, parce qu'il y a tellement de possibilités de s'en servir que bah, s'attacher à une carte, ça veut dire s'enlever des possibilités, quoi. Voilà, donc en tant qu'action principale, je pense que je vais jouer cette carte-là pour 2 crédits.
Voilà. Je dépense 2 crédits. Je joue cette carte qui me permet de lancer une sonde. Alors, lancer une sonde, c'est hyper simple. Je prends un jeton de sonde. C'est ça. Voilà. Un jeton sonde. Oula, c'est passé. Et je le mets sur la Terre. Voilà. Là, j'ai une sonde qui est en orbite. Ça y est. J'ai investi. Sauf que grâce à cette carte, je peux faire un déplacement de sonde directement. C'est un autre gain pour chaque autre planète ou comète sur le même secteur de la Terre. J'ai une comète ici et Saturne, donc c'est une planète dans le secteur de la Terre, donc je peux me déplacer de 2. Donc je vais faire 1 et théoriquement 2, sauf que là je suis dans les astéroïdes, donc ça me coûte 1 supplémentaire pour sortir du champ d'astéroïdes. Heureusement, j'ai la possibilité à ce moment-là de financer mon déplacement, puisque j'ai la possibilité de jouer des cartes de manière gratuite, soit en dépensant une énergie, soit en dépensant une carte. En même temps, j'aime bien cette carte, donc je vais plutôt dépenser une énergie. Voilà, je dépense une énergie, ça me finance mon 3e déplacement, ce qui veut dire que ma sonde, elle atteint déjà Saturne. J'ai fait 1, 2, 3. Comme je passe au-dessus de Saturne, eh bien, les médias s'intéressent à notre activité, donc je gagne 1 point de couverture médiatique, donc je remonte à 2. Ok. Eh bien, je dois vous dire que c'est une assez belle action que je viens de faire. Et voilà, ça vous donne aussi l'illustration de ce qu'on peut faire dans ce jeu. C'est-à-dire que au début de la partie, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais en fait, le tout, c'est tout combiner. Combiner le maximum de choses. Et c'est super intéressant. Et c'est là où SETI se rapproche de Terraforming Mars, en fait. Donc cette carte, maintenant, je peux la dépenser, je la défausse. Je ne la détiens plus, mais elle m'a bien servi. Donc je mets une défausse ici, derrière, et je réalimente le marché immédiatement. Alors, cette fois, c'est télescope géant Magellan. Donc, celle-ci, elle permettra de scanner pour 1. Elle est belle aussi, cette carte. Et en plus, elle donne une mission de fin, enfin des gains de fin de partie si on remplit la mission. Donc, pour chaque secteur où vous avez un signal, donc ça, on verra de quoi il s'agit plus tard. Voilà. En tout cas, tout ce qui est doré, ce sont des gains de fin de partie. C'est la fin de mon action, déjà. Donc, on voit 7 minutes pour faire une action, mais c'est très, très riche, très dense. Bref, en attendant, c'est au tour de notre adversaire. Alors, je ne sais pas s'il a un nom, l'adversaire, dans ce jeu. Je vais regarder. Ouais, donc j'ai regardé, notre adversaire n'a pas de nom. En fait, c'est un institut de recherche adverse. On peut dire que c'est la NASA, par exemple, et puis que nous, on représente l'Agence spatiale européenne. Voilà. Donc, que fait la NASA? Eh bien, on va le deviner tout de suite en prenant une carte. Alors, encore une fois, si on avait découvert la première civilisation extraterrestre, on aurait quelque chose à faire, mais ce n'est pas le cas. La NASA va essayer de jouer de son poids médiatique pour faire avancer les technologies. Bon. Donc, elle va dépenser 6 en couverture médiatique, mais elle ne va pas pouvoir parce qu'elle n'a que 4. C'est le jeton vert, elle, donc elle a 4 ici à gauche en couverture médiatique. Donc, elle ne peut pas faire cette action. Par conséquent, elle ne va pas perdre de temps, elle va scanner un secteur. Donc, elle va déclencher ses radars, ses antennes, ses télescopes pour étudier le ciel. Comment ça se passe quand elle déclenche un scan? Eh bien, cette icône nous indique qu'elle scanne, d'abord elle fait une action de scan dans le secteur de la Terre pour trouver des données. Donc le secteur de la Terre, c'est Saturne, mais pas seulement, il y a aussi une comète et on est dans la région de Proxima du Centaure. Et donc, elle va scanner tout ce secteur. Comme elle scanne ce secteur, elle va recueillir des données dans le ciel, forcément, grâce à ces télescopes. Donc, elle va gagner un jeton de données. Quand l'automa gagne un jeton de données, on le met directement sur son plateau, sur les petits slots réservés. Quand un joueur, quel que soit le joueur, prélève un jeton de données, à la place, il vient poser un de ses jetons neutres à lui, enfin de ses jetons standards à lui, dans le secteur exploré. Ça montre que lui est déjà en train de s'occuper de la cartographie de ce ciel-là, de cet espace-là. Et donc, ça montre ses progrès et ça nous permet de suivre ses progrès. Il a l'initiative, un petit peu, si vous voulez.
Donc voilà, là il est en train de prendre une avance sur la connaissance de Proxima du Centaure. Et donc, grâce à ces données-là, qu'il essaiera de transformer un peu plus tard dans le cadre d'une analyse. Mais ce n'est pas tout, hein, il ne fait pas qu'une analyse de données. Ça, c'était le premier icône. Deuxième icône, il va procéder à l'analyse des données dans un secteur voisin de la Terre, défini par une carte du marché. Comment on sait quelle carte il choisit? Eh bien, on regarde le sens de la flèche. Donc là, c'est la carte de gauche. Celle-ci. Enfin, celle-là, elle me plaisait bien, puisque c'était ce grand télescope Magellan, là. Et donc, il actionne Magellan, hein, c'est-à-dire que les scientifiques de la NASA contactent Magellan. Je ne sais plus où il se trouve, celui-là. Je crois qu'il est en... Non, j'en sais rien. Je vais dire une bêtise. Donc, je ne sais pas. Et en fait, il va permettre de scanner le secteur rouge, donc le secteur d'une étoile rouge. Donc, il a le choix, soit Proxima du Centaure à nouveau, soit Barnard Stars. Et c'est tout. Donc, dans le cas où l'automa a le choix, eh bien, il va regarder où il a le plus de jetons. Après, il y a d'autres conditions que je vais vous dire, que je ne les connais plus. Scanner. Donc, si en marquant un signal, votre adversaire peut couvrir un secteur, il le fait. Alors, couvrir un secteur, ça veut dire qu'il a tout rempli. Voilà. Si aucun secteur ne peut être couvert, votre adversaire vérifie s'il peut gagner des points de victoire. Alors là, c'est le cas. Parce que s'il prend ces données-là, il libère le slot et il peut venir poser un de ses jetons, donc gagner 2 points de victoire. Donc là, c'est ce qu'il va faire directement. Donc comme tout à l'heure, on vient poser les données ici. Comme on pose ce jeton sur l'emplacement où il y a un gain, eh bien, il va prendre ce gain de couverture médiatique. Ça fait du bruit, hein, simplement. Au niveau média, on sait que la NASA est en train d'entreprendre quelque chose, là, qu'ils ont une piste. Ils sont en train de scruter Proxima du Centaure parce que ils ont fait savoir qu'ils détectaient peut-être de la vie, enfin, qu'il y avait moyen que leurs investigations débouchent sur une belle découverte. Donc, ils ont pris une couverture médiatique. Mais ce n'est pas tout. Dans la mesure où ils ont scanné Proxima du Centaure une seconde fois, eh bien, ils avancent dans leur maîtrise de la cartographie de ce secteur. Donc, on met un deuxième jeton à eux. Comme on le pose face à ce gain de points de victoire, eh bien, voilà, on va dire leur notoriété avance encore de 2. Donc, ils sont très, très notables. La NASA montre une large avance face à l'opinion publique. Je ne sais pas vraiment si ça représente ça. Bon, c'est des points de victoire. Moi, je trouve que ça pourrait être des points de notoriété. Voilà, donc Proxima du Centaure a été scruté par le télescope géant Magellan. On défausse cette carte. Comme pour nous, on remet une autre carte. Mais ce n'est toujours pas fini, puisque il a une troisième action de scan, et il va procéder exactement de la même façon. Donc encore, il va prendre la carte à gauche. Cette fois, il va contacter l'observatoire ALMA. Donc je crois que ça, pour le coup, c'est en Bolivie ou au Chili ou je sais pas, ou au Pérou. Donc sur les hauts plateaux, il y a tout un tas d'antennes, donc c'est ce qu'il va utiliser. Et pour ça, il va pouvoir scruter une étoile jaune. Alors une étoile jaune, eh bien, il y a Kepler 22 ou 61 Virginis, ou Virginie, ouais non, c'est Virginis, donc 61 Virginis. Donc il va opérer de la même façon. Alors dans la mesure où là, il n'avait pas scanné, il ne peut pas gagner de points de victoire. Donc, comment il choisit il ne peut ni couvrir totalement un secteur, ni gagner des points de victoire. Donc, il va regarder où il y a le plus de données possible. Et donc, pour le coup, c'est 61 Virginie. Donc, il prend encore un jeton donné et place un de ces jetons. Donc, la NASA rigole pas avec le scan, hein. Quand il scanne, c'est pas pour rien. Il déclenche il mobilise toute la communauté astronomique du monde pour arriver à leur fin. Il reste une partie à leur action. En fait, s'ils se défaussent d'une technologie recherche, eh bien, ils peuvent encore faire une opération de scan. Ils n'ont pas de technologie recherche, ils ont une technologie information, donc ils ne vont pas pouvoir réaliser cette partie de l'action. Donc on défausse cette carte dans leur défausse, on va réalimenter le marché, et
Leur tour est fini. Alors là, c'est quoi? C'est Institut SETI. Ouais, ok. Voilà. Alors, on commence à comprendre que la NASA va vouloir bénéficier de toutes nos recherches, de tout ce qui est, de toutes les possibilités qu'offre le monde entier en matière d'astronomie. Et si on se laisse faire, eh bien, ils vont nous damer le pion à chaque fois. Donc, il y a intérêt à prendre les devants sur certains domaines. On va pas pouvoir trop les concurrencer sur le scan, j'ai l'impression. Mais par contre, sur l'envoi des sondes sur les planètes, ça, par contre, nous, on est en avance, pour le coup. Là, Saturne, avec Saturne, on est bien en avance. Donc, on va essayer d'aller se poser sur Saturne. On va voir si on peut, parce que se poser, ça nous coûte beaucoup de thunes. Alors, ça nous coûte combien? Je vais regarder ça. Se poser, ouais, c'est le problème. Ça coûte 3 énergies, ou alors, si on avait déjà mis une sonde en orbite, 2 énergies seulement. Moi, le problème, là, c'est que j'ai que 2 énergies, et j'ai aucune carte qui me permet de récupérer de l'énergie. Aucune. Donc, ce que je vais être obligé de faire, je pense, c'est récupérer de l'énergie en échangeant comme action gratuite 2 cartes contre une énergie. Le déplacement, là, bah, je m'en fous un peu, du coup. Ça, ça c'est quand même intéressant, je vais le garder, donc je pense que je vais utiliser le déplacement. Ou alors, je me dis que ces 2 grosses cartes-là, elles vont être intouchables ce tour-ci par rapport aux ressources dont je dispose, donc je les dépense sans me poser d'autres questions. Maintenant, bah, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour m'attacher à cette technologie-là. Donc je vais dépenser ces 2 cartes, ouais, comme action gratuite, et eh bien, je vais aller chercher une énergie. Donc je défausse ces 2 cartes, hop, je prends un jeton d'énergie. Ce qui fait que là, j'ai 3 énergies. Ok. Comme j'ai 3 énergies, eh bien, comme action payante, je vais dépenser 3 énergies pour me poser sur Saturne. 1, 2, 3. Alors, il me semble que Saturne est une géante gazeuse. Donc je ne sais pas si on peut vraiment se poser réellement, mais en tout cas là, dans le jeu, on peut. Puisque j'ai dépensé 3 énergies, je vais me poser sur Saturne. Alors quand on se pose sur Saturne, eh bien forcément notre sonde capte des données qu'elle nous transmet. Donc je gagne 2 jetons donnés, mais pas du plateau, mais de la réserve. Donc ça, c'est cool. Quand je gagne des jetons donnés, je les mets dans ma réserve à moi. Et je peux, en tant qu'action gratuite, les positionner sur mon plateau, comme le fait la NASA. En l'occurrence, je vais le faire, mais après. Donc là, j'ai pris ces gains-là, je mets ma sonde dessus. Ensuite, comme je suis le premier à être arrivé, je vais gagner 8 points de victoire. Ça, c'est très très bien. Donc je passe de 1 à 9. Plaque. Donc je reprends l'avantage. De plus, ma sonde détecte des traces de vie. Et là, je choisis. Soit je considère que ce sont des traces de vie sur la première civilisation, soit sur la deuxième. Ça n'a aucune importance. C'est moi qui détermine. Donc moi, je vais jouer sur la première. C'est une trace de vie de ce type jaune là. Donc je vais arriver ici. Et on voit qu'on parvient à découvrir une trace de vie, eh bien, quand on est le premier, on gagne 5 points de victoire et un niveau médiatique. Donc je reprends 5 points de victoire. De 9, je passe à 14. Donc je suis à 2 points de 16. Et un niveau médiatique. Hop. Voilà, ce qui m'amène à 3, ce qui veut dire que je vais pouvoir acheter une carte éventuellement. Donc ça, c'est la fin de mon action principale. Je regarde, j'ai pas d'autres gains des fois, non. Non, non, c'est pas mal du tout. Donc là, pour le coup, je fais un pied de nez à la NASA. Les médias tournent leur projecteur vers nous et se disent, ben tiens, la petite agence spatiale européenne, elle bouge et en plus elle est efficace. Ouais, nous, on a trouvé des traces, c'est pas juste du pipeau, on n'a pas juste fait un effet d'annonce. On a repéré quelque chose sur Saturne. Donc c'est assez énorme. Voilà, c'est assez énorme. On aurait pu aussi donc se mettre en, en orbite ou alors se poser sur des lunes. Alors se poser sur des lunes, ça rapporte énormément aussi. Par exemple, là, se poser sur une lune, par exemple Enceladus, ça rapporte des scans et 12 points de victoire. J'aurais peut-être dû faire ça par rapport à nos objectifs, mais bon.
J'ai bon espoir de pouvoir encore faire quelques actions. Il va falloir que je prenne des points de victoire, donc il faudra que je fasse un scan. Est-ce que je vais pouvoir scanner après? Scanner, c'est 1 et 2 énergies. J'ai plus d'énergie. Ouh, ça va être chaud. Bon, par contre, ouais, je sais pas. Ouais, pas sûr que je réussisse à atteindre les 16, hein. Par contre, dans la mesure là où je suis allé sur Saturne, eh bien, je vais mettre un de mes jetons sur cet objectif accompli. Dans la mesure où j'ai déjà effectué une mission d'atterrissage, enfin d'atterrissage, d'exploration sur la surface d'une planète, eh bien, je peux aussi poser un jeton ici. Par contre, le 16, pour le moment, je ne peux pas. Voilà, donc ça, en fait, ça va permettre de limiter les pénalités que je vais avoir si jamais j'atteins pas les objectifs de manche. C'est juste ça, hein, ça ne nous rapporte rien de plus. Ok, bon, bah voilà, je suis assez content de cette action. Ouais. Alors, entre mon tour et le tour de la NASA, j'ai vérifié, hein, j'avais effectivement le droit de déplacer ma sonde et de la laisser comme ça en chemin vers Saturne. Il n'y avait pas de problème, à condition de financer les déplacements, mais c'était le cas en ce qui nous concerne, donc il n'y avait pas de sujet. J'étais pas obligé de la poser ou de la mettre en orbite directement. Bien, après cette précision, on reprend le tour de la NASA. Alors, elle essaye d'interpréter des données, mais pour ça, il faut que sa jauge ici soit pleine. Pour le moment, elle est à moitié pleine. Attention, on le voit, quand elle va obtenir de nouvelles données après un scan, elle avancera sur la piste de progrès de 4. Donc là, ça va être un grand pas pour elle, d'autant qu'à chaque fois qu'elle franchit ce repère, eh bien, on injectera une nouvelle carte dans son deck, ce qui va prolonger son tour. Enfin, on n'en est pas là, donc elle ne peut pas faire ces actions. Elle essaye également de faire appel aux médias pour obtenir des financements et avancer sur des technologies, je pense. Alors, elle a 6 en niveau de... Ah, comment ça s'appelle déjà? De, de son niveau médiatique, là. J'ai oublié comment ça s'appelait. Non, elle n'a pas 6, elle a 5. Donc c'est un 6 qu'il lui faut. Donc c'est insuffisant, elle ne va pas faire cette action de technologie. Donc elle va scanner de nouveau. Comme elle scanne à nouveau, bien, elle fait comme tout à l'heure. Donc elle commence par scanner le secteur de la Terre. Donc c'est un secteur qu'elle connaît bien, de Proxima du Centaure. Et donc elle scanne à nouveau ici. Donc elle obtient une donnée supplémentaire. Cette donnée supplémentaire lui permet de remporter ce bonus qui consiste à avancer de 4 sa roue du progrès. Ici, donc 1, 2, 3, 4. Alors attention, quand elle franchira ce cap, elle viendra chercher une carte supplémentaire qu'elle posera sur son deck. Donc elle pourra utiliser tout de suite, ce qui va prolonger son tour d'action. Donc ça, c'est un fait important, hein. C'est vraiment une manière pour elle de renforcer ses actions et de nous mettre la pression par la même occasion. Elle a libéré un espace, donc elle vient couvrir encore ce secteur. Alors elle ne couvre pas encore le secteur de manière intégrale, mais elle améliore sa connaissance du ciel de Proxima du Centaure. Et voilà pour cette première étape de scan. Deuxième étape, elle peut scanner dans le ciel encore une autre étoile. On va regarder dans quel secteur. Donc cette fois, c'est à droite. C'est-à-dire qu'elle va scanner un secteur jaune. Donc soit Kepler 22, soit 61 Virginis. Dans la mesure où elle est déjà présente dans ce secteur-là et qu'elle peut gagner des points de victoire, elle prélève des données, enfin elle collecte des données ici. Ces données sont tout de suite rentrées dans son ordinateur. Bien sûr, maintenant vous le savez, elle renforce encore sa connaissance du lieu. Elle peut de nouveau agir. Alors on va d'abord défausser la carte utilisée, ressortir une nouvelle carte, encore du jaune. Là c'est Falcon Heavy. Okay. Sont superbes les cartes, hein, vraiment.
C'est un plaisir que de les révéler à chaque fois. Il lui reste une action de scan, toujours un choix qui se porte vers la droite, donc un secteur jaune de nouveau, on va défausser cette carte, secteur jaune de nouveau. Cette fois, elle va aller où il reste le plus de jetons, parce que là, elle a pris les points de victoire, ici, elle n'en a pas non plus à prendre, là non plus. Donc là, elle va le regarder, elle va choisir le secteur où il reste le plus de jetons donnés. Elle en reste 4, ici à Kepler, il en reste 5, donc elle va jouer à Kepler. Ça va lui permettre de compléter les données entrées dans son ordinateur. Et donc, bien, elle nous pourrit bien la vie, hein. Enfin, voilà, la NASA a d'énormes moyens. Donc voilà comment prendre le dessus au niveau scan du ciel. Ne possédant pas de technologie supplémentaire ou nouvelle, elle va s'arrêter là. Elle ne marque pas une nouvelle étape de découverte. Et donc, on passe tout de suite à notre tour. Alors, notre tour va être beaucoup plus restreint. Cette fois, parce qu'il nous reste un crédit, il nous reste 2 cartes. On pourrait essayer de scanner, mais malheureusement, là, les coûts vont nous empêcher d'aboutir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour un crédit? Pour un crédit, eh bien, éventuellement, on peut dépenser cette carte. Ah bah non, elle est déjà jouée. Elle est déjà jouée. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est soit jouer une technologie, soit scanner. Seulement scanner, là, ça nous coûte un crédit, 2 énergies. On n'a plus d'énergie. Il nous reste uniquement 2 cartes. Donc, il va être difficile pour nous finalement de financer une action de scan. Donc ce qu'on va faire, on va dépenser notre dernier crédit pour effectuer cette action de collecte, hein, c'est-à-dire qu'on va accéder aux serveurs qui ont en partie été alimentés par la NASA et on va prélever des données présentes dans ce secteur. Voilà, je vais faire ça. Ça veut dire aussi que je ne vais pas parvenir à cet objectif. Ce qui n'est pas forcément super grave pour l'instant. Alors, prélever des données comme ça par ce moyen, c'est aller chercher deux jetons de données que je vais rentrer dans mon ordinateur. Donc ça, c'était mon action principale. Comme action gratuite, je peux commencer le traitement des données en les intégrant. Là, vu que j'ai un jeton ici, ça va m'apporter un en couverture médiatique. Oui, on fait savoir, nous aussi, qu'on a des choses à dire. Donc je passe à 4. Et puis, encore une fois, j'injecte. Et là, je viens couvrir ce symbole. Et ce symbole vous rappelle le symbole de la carte de départ, qui va nous permettre d'augmenter nos revenus à chaque manche. Et donc, pour augmenter nos revenus, eh bien, on va glisser notre carte assistance gravitationnelle sans en payer le coût sous notre carte de départ. Ce qui veut dire que à la prochaine manche, nous disposerons de 5 crédits et non pas de 3. Donc c'est quand même une bonne opération. On aura optimisé, on se sera débarrassé de toutes nos cartes, on les aura jouées. Je suis assez content, moi, de ma première manche. Parce que la première manche est toujours un peu frustrante, dans le sens où on a l'impression de ne pas faire beaucoup de choses et que l'automa, lui, avance à toute blinde. Et là, je trouve qu'on s'est pas mal défendu quand même. Voilà, c'est ma 3e partie. Et je me sens beaucoup plus à l'aise dans la manipulation des choix et des décisions qu'on peut prendre dans le jeu. Donc c'est vraiment agréable. D'ailleurs, c'est un peu un autre point fort très très marqué du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de satisfaction à réaliser des actions. Même si on ne gagne pas, eh bien on est très très content de faire des choses. C'est ce que dit Chaps d'ailleurs dans son analyse. Et c'est ce qui lui a plu aussi. Et moi, c'est vrai que j'adhère complètement à ce principe. Ah, toujours est-il que la NASA va continuer. Donc là, on va piocher. Et cette fois, elle va essayer d'analyser des données. Elle va le pouvoir puisqu'elle a beaucoup de données injectées dans son ordinateur. Donc, pour ça, elle va défausser
toutes les données qu'elle a. Donc, tous ces jetons-là sont remis dans la réserve principale. Et quand elle analyse, eh bien, elle gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3, elle passe à 9, ainsi que la progression de 1 cran sur sa piste du progrès. Elle améliore sa connaissance. Alors, c'est pas... ah non, je dis des bêtises. Non, non, en fait, ça, c'est si elle a une technologie de l'information. Bah, elle l'a, donc elle la dépense. Et par contre, elle va quand même résoudre, oui, j'oubliais, elle va résoudre l'action. Eh oui. Donc ça, on a joué le bonus, mais elle va résoudre l'action. Le bonus lié à la technologie qu'elle a dépensée. Voilà. Les technologies dépensées, je vais les mettre là-bas. Donc résoudre l'action pour l'automa, une action d'information, enfin d'analyser de données, ça consiste finalement à obtenir une connaissance comme pour nous. Hein. Voilà, on voit une connaissance, enfin, la connaissance de traces de vie de type bleu. Alors la connaissance de traces de vie, eh bien ça signifie que l'automa va choisir une civilisation extraterrestre et en fonction de sa carte, elle va poser le jeton à droite ou à gauche. Donc là, si on se met face aux deux civilisations, elle va venir prendre les bonus sur la civilisation de gauche. Donc elle gagne 5 points aussi supplémentaires, comme pour nous tout à l'heure. Donc elle passe de 9 à 14, donc on a égalité. Voilà. Mais elle gagne en plus de nous. Enfin non, elle gagne comme nous un cran de couverture médiatique. Donc elle passe à 6 cette fois. Ça veut dire que potentiellement, lorsqu'elle rejouera, elle pourrait acheter des technologies. Voilà. On a déjà résolu le bonus lié à la technologie de l'information dont elle disposait. Donc sa carte est défaussée, ce qui signifie que son deck est vide. Nous, c'est à notre tour, mais là, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc on va passer. Quand on passe, eh bien, on agit comme il est prévu, c'est-à-dire qu'on défausse les cartes pour n'en conserver que 4. En l'occurrence, je n'en ai plus. On fait pivoter le système solaire si on est le premier à passer. Alors pourquoi? Parce que simplement, en fait, on va prendre ce jeton. Quand on fait pivoter le système solaire, eh bien, on avance en fonction de la piste ici. Alors ce que je ne sais pas, c'est si je dois faire avancer là. Je pense que oui. Et donc, cette fois, c'est le secteur orange, donc on voit là, c'est le deuxième plateau qui va pivoter, toujours dans le sens anti-horaire. Donc hop, la Terre ne se trouve plus face à Saturne, mais cette fois dans le secteur de Kepler. Enfin, on va choisir une carte dans le paquet de cartes de fin de manche. Et le paquet de cartes de fin de manche, c'est celui où on a pris le jeton de rotation. Donc ça, on va le mettre sur l'autre paquet, puisque l'automa, elle ne fera pas ça. Enfin, elle va prendre une carte, mais on verra. Donc là, nous, on est les premiers à passer, donc on a le choix, en fait. Alors, on peut, toujours ce plaisir, survoler Saturne. Donc on a 3 déplacements. Si on le fait, si on visite Saturne en plus, on est déjà sur Saturne, nous. On gagne 6 points de victoire. Elle peut servir à piocher une carte en termes de revenus, gagner une donnée, bon, pourquoi pas. On peut utiliser l'observatoire spatial Chandra, c'est-à-dire scanner 2 secteurs pour 2 crédits, dans un secteur où se trouve l'une de vos sondes. Alors actuellement, nos sondes se trouvent sur Saturne, on n'a plus de sondes dans un secteur voilà, du système solaire, donc pour l'instant, ça c'est pas trop jouable. Ça coûte 2, ça nous permet, après avoir marqué un signal dans 4 secteurs différents, de gagner 2 couvertures médiatiques. Ça nous permet aussi de potentiellement renforcer notre gain, notre bénéfice de fin de manche en énergie, ce qui est pas mal. Ensuite,
on a la possibilité de prendre le système de propulsion ionique. Donc là, on paye 3, on gagne une énergie, on fait avancer le système solaire et on prend une technologie de navigation. Ouais, je l'aime moins celle-là, je pense que je vais prendre celle-là. Quels sont mes... Ah ouais, alors je connais pas encore mes objectifs, mais pour autant, j'aime bien ce bonus. Ça, j'aime bien aussi. Le coût est pas trop élevé. Elle me permet de me déplacer, de visiter un secteur bleu. Ouais, je prends celle-là. Voilà. Les deux autres, je les laisse. En fait, elles seront réservées à l'automa. Quand ce sera à lui de passer. Voilà. Donc j'ai une carte en main, ce qui n'est pas beaucoup, bien sûr. Mais on va voir que on va remédier à ça au moment de la fin de la manche. Donc là, j'ai terminé mon tour. L'automa doit engager un nouveau tour. Elle ne peut plus jouer non plus. Donc elle va passer de la même manière que nous. Alors quand l'automa passe, eh bien elle gagne une carte ici. Donc ces deux cartes-là, on les défausse. D'ailleurs, il faut que j'en mette une nouvelle dans le marché là. J'ai oublié. Hop, on regardera ce que c'est. C'est Alice. Alice, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une sonde hein, qu'on est en train de préparer, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc elle choisit une carte. Comme elle a gagné une carte sur les deux, eh bien, elle avance encore ici. Elle progresse sur la roue d'un cran supplémentaire. Et je crois que c'est à peu près tout, je vérifie. Voilà, passer. Si votre adversaire commence son tour alors qu'il n'a plus de cartes, il passe. Mélangez toutes les cartes actions jouées par votre adversaire. Donc voilà, c'est ça que je n'avais pas fait. Donc il a joué 4 cartes. On les mélange. S'il en avait eu plus, eh bien, j'aurais eu un tas plus conséquent. Mais faut pas se leurrer, il va augmenter hein, sa quantité de cartes au prochain coup. Voilà. Donc là, on reconstitue son deck, bien sûr. Ah, il faut ranger les cartes de fin de manche. C'est-à-dire que celles-ci, elles ne sont plus disponibles. Je ne les mets même pas dans la défausse. Ah, ces deux cartes-là, elles sortent du jeu. Ok, ça, c'était une petite erreur de ma part. Je relis en même temps. Et enfin, n'oubliez pas qu'en retirant cette carte, votre adversaire avance de 1, ça je l'ai fait. Si votre adversaire est le premier à passer, n'oubliez pas de faire pivoter le système solaire. Non, ça c'est bon. Donc voilà, cette fois, il a passé, j'ai passé, donc on arrive du coup à la fin de notre première manche de jeu. Ce qui va nous conduire à la fin de cette clôture vers la fin du premier épisode également. Donc après que tout le monde est passé, on va regarder ce qui se déroule entre les manches. Hein, c'est le nom du paragraphe qu'il faut consulter. Il y a 3 tâches qui doivent être résolues. Premièrement, tout le monde reçoit ses revenus. Donc là, l'automa ne reçoit rien, mais nous, on reçoit les revenus qu'on a mis de côté, qu'on a accumulés au cours de la manche. Donc là, on reçoit 3 plus 1 et 1, donc 5 crédits. Donc on améliore bien nos subventions. Hein. On a gagné en crédibilité auprès des pouvoirs publics et de nos donateurs. On gagne 2 énergies. Là, par contre, on est un peu plus pauvre qu'au début de la première manche. Et une seule carte. Alors la carte, on la récupère ici. Et cette fois, c'est d'une qu'on récupère. Alors c'est une carte qui coûte 3, mais qui nous permet de faire bouger le système solaire et de gagner une technologie information. De plus, si on y arrive, on gagnera 2 points de victoire pour chaque trace de vie de type donné que l'on aura découvert. Bon, c'est pas une carte génialissime, en plus je la coûte cher. Bon, après elle est quand même puissante hein, parce que avoir une tuile technologie information, c'est pas si simple, et en plus les tuiles technologie ont elles-mêmes des bonus, notamment de l'énergie. Donc ça pourrait nous intéresser. En plus, ça nous permettrait de prendre une carte supplémentaire à chaque fois qu'on fait
enfin, qu'on accomplit cette action. Enfin, vous verrez, il y a un fonctionnement particulier. Ces tuiles sont très puissantes. Donc, c'est quand même une carte qui coûte cher, mais qui est puissante. Je l'aime pas beaucoup. Je suis pas fan. J'aurais préféré autre chose. Mais bon, elle a quand même un réel intérêt. De toute façon, il faut vous dire que les cartes proposées dans le jeu sont toutes bien. Ah non, je ne vais pas la mettre là, c'est dans ma main. Ça, ce sont les cartes jouées. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, voilà pour la première étape. Ensuite, le marqueur premier joueur est donné au joueur suivant. Donc cette fois, ce sera la NASA qui commencera. Je vais le mettre là pour ne pas oublier. Et enfin, le jeton rotation est placé sur le paquet de cartes de la manche suivante. De toute façon, on l'a fait tout à l'heure. Donc, on est prêt. Voilà. Si nécessaire, on complète la rangée de cartes, mais je l'ai déjà fait. Et voilà, ce qui met fin totalement à l'étape qui se déroule entre les manches. Donc, eh bien, là, on va s'arrêter pour cet épisode, mais on pourra directement engager la seconde manche. Et de toute manière, les 2 épisodes à venir comprendront chacun 2 manches, hein, sachant que c'est quand même assez dense. Donc, je pense procéder avec un épisode pour 2 manches pour la suite de la partie. Voilà. Il me reste simplement à vous proposer une petite conclusion d'étape avant de nous quitter. Voilà un jeu auquel j'ai tout de suite adhéré. Alors c'est souvent le cas quand c'est un jeu présenté par la chaîne de Chaps parce que voilà, ils présentent souvent des jeux de grande qualité. Mais je dois dire que j'étais particulièrement séduit à la fois par le plateau, le matériel, les aspects concrets du jeu, qui m'ont beaucoup plu visuellement. Je suis très sensible peut-être à l'aspect esthétique, c'est vrai, notamment les cartes. Bon, après les cartes, je les voyais pas dans la vidéo de Chaps, mais dès que je les ai découverts, j'ai adhéré. Et ce que je trouve particulièrement agréable dans ce jeu, c'est que on a d'énormes moments d'enthousiasme, de satisfaction à pouvoir optimiser ou essayer d'optimiser nos actions, mais sans connaître la charge mentale qu'on peut parfois rencontrer dans des jeux où il va falloir combiner les éléments, etc., où il va falloir vraiment se creuser les méninges, se fatiguer. Là, je trouve le gameplay extrêmement limpide, extrêmement cristallin, ce qui permet d'avoir des visions assez claires de ce qu'on veut faire. Je suis en train de penser que j'ai oublié quelque chose en solo, c'est de résoudre la question des objectifs. On va le faire tout de suite à la fin de la conclusion. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un aspect que j'adore dans ce jeu, qui me donne envie de faire des parties assez régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres jeux type Euro, parce que voilà, c'est un jeu qui a une allure quand même d'Euro, hein, puisqu'on court autour de cette piste de points de victoire là, tout au long de la partie, on essaye d'être le plus fort possible, mais pour autant, euh, le plaisir réside dans la construction de nos actions et dans la densification de celle-ci, dans l'amélioration, l'optimisation, mais encore une fois de manière très très claire. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a vraiment pas de lourdeur. Alors je pense que c'est lié à la fois aux règles qui sont d'excellente qualité, et puis au matériel qui est facile à utiliser, très clair, plaisant, et voilà, c'est un jeu qui est limpide, et ça, vraiment, ça fait plaisir. Voilà pour ce que je voulais dire. On va remédier à mon oubli, encore un, et on va résoudre la question des objectifs, parce que c'est quand même un aspect important du jeu solo. Donc, résoudre les objectifs, eh bien, il y a un petit paragraphe destiné à ça, qui nous dit: chaque objectif indique une ou plusieurs tâches à résoudre. Lorsque vous accomplissez une tâche, placez un marqueur dessus, ça c'est fait. Lorsque vous avez accompli toutes les tâches, alors il peut y avoir plusieurs tâches sur une tuile, eh bien, vous avez résolu l'objectif. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'une tâche par tuile, donc j'ai résolu 2 objectifs. OK. Vous disposez toujours de 3 objectifs à accomplir jusqu'à ce que la pile objectif soit épuisée. À la fin de la manche 1, 2, 3, 4, avant de percevoir vos revenus, dépensez autant d'objectifs accomplis que le numéro de la manche qui vient de s'achever. Donc là, moi, j'ai gagné 2 objectifs. 1,
et 2. Je vais ranger mes jetons. Hop. Et donc, j'ai 2 objectifs accomplis. Okay. Puisqu'on est à la manche 1, je dois en dépenser un pour m'acquitter de mes obligations vis-à-vis de mes financeurs, j'imagine. Et voilà. Alors, si je ne fais pas ça, eh bien, je permets à l'automa d'avancer sur sa piste de progrès de je ne sais plus combien, de 3 cases. Donc, ça veut dire que je vais lui permettre de se renforcer, hein, il va gagner en influence, alors que moi, mon influence vis-à-vis des médias, des financiers, va reculer. C'est ce que ça symbolise quelque part. Par ailleurs, si je ne parviens pas à résoudre tous les objectifs de la pile d'ici la fin de partie, eh bien, l'automa gagnera 5 PV par objectif non résolu en fin de partie. Là, heureusement, j'ai un objectif d'avance. D'ailleurs, non, je n'ai pas d'objectif d'avance puisque je me suis aperçu que j'avais fait une erreur aussi, c'est-à-dire que j'ai validé ces 2 objectifs quand j'ai atterri sur Saturne. Or, j'aurais pu ne valider qu'un seul objectif, ce qui signifie que la deuxième tuile va rester d'ailleurs. Ouais, je suis en train de me dire ça. Donc, eh bien, non, je remets pas ça dans la pile. C'est laquelle? Elle est où? Je l'ai virée ou pas? Je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, je l'ai rangée dans la boîte. Donc là, pour la prochaine manche, eh bien, je vais simplement révéler un nouvel objectif. Alors celui-ci comporte 2 tâches. 1, acheter une tuile technologie de type recherche et ensuite réaliser une mission. Alors ce qui est bien, c'est qu'une mission, on en a une qui est prête là et qui est liée aux technologies. Donc c'est super, ça combotte, donc on va essayer de résoudre ça. Seulement, lors de la deuxième manche, il ne faudra plus résoudre un objectif, mais 2, comme cela est précisé ici. Et donc, sur le plateau automa, voilà, comme on est au niveau 2, eh bien, il faut résoudre. Première manche, un objectif, deuxième manche, 2 objectifs, troisième manche, 3 objectifs, quatrième manche, 4 objectifs, et donc la pénalité en cas de loupé est de 5 points pour l'automa. Voilà, tout est clair, tout est limpide comme d'habitude. Eh bien, cette fois, c'est tout. On a totalement terminé. Je pense que je n'ai rien oublié. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la suite de notre partie de ce formidable jeu. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!